Maria Callas est de Melbrave. La vie de Callas sur la scène était la vie. N'était pas une fiction. La vraie vie de Maria Callas a été là. C'est pour ça que c'est très difficile de dire qui a vraiment connu la femme, la signora Maria Callas, pas Maria Callas, l'artiste. Ce n'est pas un hasard si Callas s'est attaché surtout à défendre l'opéra romantique. Lucia, Anna, Lady Macbeth, somnambules de toutes sortes, vos accents suaves, plaintifs ou furieux sont le signe d'une absence. Vous fuyez le monde des hommes. Et cette musique vous exalte, hélas, dans votre rôle sacrificiel. Et surtout, cette Traviata, qui est une fausse histoire d'amour, mais une vraie histoire de sadisme, de répression et de mort. L'histoire d'un assassinat, celui de la personnalité profonde d'une femme. Et nous aimons cette fragilité, ce renoncement à soi-même. When we were leaving the stage in Epidaurus, I put my arm around her and I said, you know, Maria, I've sung quite a few performances with you now. But I said, tonight you were absolutely phenomenal. And she said, oh, don't be silly. I am just a big, fat girl with an ugly voice. She was not being facetious. She was not trying to be silly, you know. It was sad that there was something in the great Callas that she didn't like about herself. Ce peu de goût qu'avait Maria Callas pour elle-même, joint à un perfectionnisme exacerbé, il n'en faut pas moins pour créer un formidable malentendu. She complained about everything. She complained about everything. I don't remember what in detail she complained about, but somehow we found a modus vivendi. She was, again, I mean, she was very difficult and very particular and very precise and used occasions when she felt the slightest tickle in her throat, she would cancel a performance quite regardless of the immense trouble that caused, because the audience obviously came to buy tickets to hear Maria Callas and not anybody else. Mais l'ineffable Mr. Bing est bien obligé d'avouer les raisons profondes de ce comportement. She was indeed a professional, that cannot be denied. She was a professional to her fingertips, and they were beautiful fingertips. Le malentendu s'accuse, ce qui pour les uns est dévotion artistique, pour les autres est le signe de l'égoïsme et d'une volonté de domination. Fedora Barbieri, mezzo-soprane et contralte, une des plus fameuses partenaires de Callas. Est-ce que Maria Callas était une femme docile ou volontaire? Volontaire. Non, pas docile. Pas douce. Pas douce. Pas douce. Comment elle était dans le travail avec ses partenaires? Pas bon. Pourquoi? Non. Parce que jalouse. Jalouse? Jalouse. Excusez-moi. Hein. Jalouse. Jalouse. De toutes les personnes, de mezzo-soprano, de ténors, les bas, tout le monde. Seulement elle. John Vickers, même conception, très haute, quasi sacrée de leur métier. She had no patience for people who did not know their job. But when she found someone who took their work seriously, she would do anything to develop the interpersonal relationships that are supposed to be developed between the characters on the stage. Autre partenaire privilégié, le baryton Tito Gobbi. Entre eux, l'étincelle d'un véritable échange. On s'est battu comme et sans pitié. On essayait de faire son mieux pour gagner les prix, la victoire de la représentation. Et à la fin, on s'est salué profondément comme des respectables adversaires. Dit Stefano, enfin. Leurs rapports ne furent pas toujours faciles. Ils quittent la Traviata de Giulini Visconti après la première représentation. Alors, Eugène Hiérat, quand elle me dit laisse-moi sortir tout seul, et moi je suis fâché. Pourquoi tout seul?
Tu veux vraiment sortir tout seul? Eh bien, tu sortiras seul ce soir et les autres représentations, parce que moi, je m'en vais. Je ne voulais pas chanter cette Traviata-là. Mais la vérité, c'est que Maria même me dit, mais tu sais, moi, je pas... C'était à ce moment-là, l'histoire avec la Tebaldi. Tebaldi ou pas Tebaldi, j'ai dit, quand on chante comme toi, on ne doit pas se préoccuper de sortir seul ou avec une dizaine d'artistes. Mais la Scala présentait hier, comme aujourd'hui, bien des vices qu'on ne peut passer sous silence. Il y a déjà la naissance de ce public de la loge qui fait des bagarres pour un chanteur ou pour l'autre, n'est-ce pas? Ils viennent pour la musique ou pour les chanteurs? Non, ils ne viennent pas pour la musique. Ils n'entendent pas la musique. Ils entendent certaines notes des chanteurs. Pas toute la musique des chanteurs, certaines notes. Ainsi, la querelle Callas-Tebaldi. Renata Tebaldi, protégée de Toscanini, avait, elle, une voix d'ange, et même d'ange bien élevé. C'était avant tout un soprano moderne spécialisé dans le vérisme et dans certains verdis. Malgré quelques rôles communs, son répertoire a donc peu de choses à voir avec celui de Callas. Et la presse s'en mêla, comme toujours. Comme toujours, elle envenima l'affaire. Sans que la querelle soit directe entre les deux rivales ou soi-disant rivales, les manifestations se multiplièrent. Le bruit arrive comment est-ce qu'on dit? Le poulailler. Qu'est-ce que c'était le bruit? C'était des clans anti-Maria, des clans... c'était... On tâchait de la déranger avant le moment difficile. Fini le premier acte, d'habitude on lançait toujours des fleurs. Et ce soir aussi on lance des fleurs. Mais moi j'entendais ces fleurs qui tombaient avec un bruit un peu trop fort. Et j'ai dit au souffleur, j'ai dit, mais c'est drôle, c'est des fleurs en plastique, c'est des fleurs en quoi? En marbre. Je regarde bien, bon, c'était des légumes. Oui. C'était des radis, on m'a dit. Des radis et tout. Il y avait tout. Des céleri, des radis, tout. Alors moi j'ai dit au souffleur, vite, vite, prenons tous les légumes qu'on peut et laissons les fleurs. Mais elle qui ne voit pas, mais qui a une oreille comme l'orecchio di Dioniso, a entendu que le bruit n'était pas d'une fleur. Et elle fait comme ça, elle prend naturellement des radis, immédiatement. Alors j'ai dit, oh, là c'est fini. Elle le montre au public et tombe dans un plongeon miraculeux et le théâtre, naturellement. C'était le triomphe. Il y avait chaque soir, c'était un triomphe redoublé ce soir-là. Mais Callas avait aussi affaire à des adversaires plus sérieux que le public des loges. L'habitude, le goût, le mauvais goût, et la résistance au nouveau type de rapport qu'elle instaurait avec le public. Une aria, chantée avec une belle voix, a été, bien sûr, un grand plaisir pour les oreilles, aussi pour l'esprit. Mais une aria chantée par Maria Callas a été toujours quelque chose qui va pris comme ça, qui va obliger de l'écouter et d'une participation humaine, d'une émotion qui était beaucoup plus qu'un plaisir esthétique. Maria Callas a été pas tellement aimée dans le public. Elle était admirée, idolâtrée. Mais toujours l'apparition de Maria Callas sur la scène a été un combat, une sorte de corrida. Il y avait une part de thrilling, de tension. Et cette tension devait arriver à son point limite avec le trop fameux scandale de Rome. Elle était vraiment malade. J'étais à son chevet, à son lit, encore la soirée avant la première. Elle m'a dit, tu sais, je dois chanter absolument parce qu'il y a tout de même toutes les autorités de l'État, du Vatican, tout le monde. Et je suis obligée de chanter. Et demain, ce sera mieux.
entendait une voix très désagréable du poulailler, comme c'est la mode encore aujourd'hui, qui disait « ça nous coûte 1 million ». 1 million, alors c'était énormément d'argent. Elle aura certainement écouté ça et ça lui a coupé la voix. Ça et en plus le rhume qu'elle a eu lui ont influencé pour renoncer. Elle ne voulait pas donner premièrement un spectacle qui était inférieur à ce qu'elle était capable de donner dans une situation normale. L'entracte a duré 1 heure avec les pourparlers de droite et à gauche. Moi-même, je lui ai supplié. Elle m'a dit, si tu insistes de me prier de continuer, je ne suis plus ton amie. Per causa di forza maggiore, la rappresentazione è sospesa. Comunicato dice per cause di forza maggiore la rappresentazione è sospesa. Coup de tonnerre dans le ciel serein du bel canto. Écoutons cette voix chère qui s'est tue devant un président. Pardonnez-moi, je ne suis pas capable de parler, je suis un tout petit peu émue. Il ne faudrait pas, cher prima donna, que cela devienne une habitude. Le scandale de Rome a plus fait, hélas, pour la célébrité de Maria Callas que 15 ans de travail acharné. Et maintenant, plus de milieu. D'une part, la haine, de l'autre, une exaltation excessive. J'étais depuis le début fasciné par le personnage. J'ai collectionné Callas depuis 20 ans. Et qu'est-ce que vous avez comme document? J'ai tout. Il n'y a pas de document qui vous manque? Je crois pas, je serai jaloux. Une photo que vous voyez, quelqu'un là, si vous n'avez pas cette photo, c'est malheureux, il vous faut cette photo. Vous voilà donc, Maria Callas, une idole. Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin, vous les détruisez, les idoles, très facilement. La partie la plus brillante de cette carrière s'achève. Alors, arrêtons-nous un peu, en cette année 58 par exemple, et essayons de faire un point, bien rapide, de ce que Maria Callas a apporté d'essentiel à l'art lyrique, au-delà de cette intégration de la musique et du drame. Giorgio Cavallari, vous êtes un passionné d'opéra. Oui. Et je crois que vous n'avez raté aucun des spectacles de Maria Callas ici à Milan. Non, j'ai vu tous les spectacles de Maria Callas. Comment pourrait-on définir l'importance de Callas? Maria Callas a apporté dans notre théâtre des opéras qu'ils étaient beaucoup des années qui ne viennent plus à la Scala, comme Anna Bolena, Le Pirata, des autres opéras que je ne rappelle plus au moment. C'est en quelque sorte une archéologue musicale, quoi. Oui. Ça, c'est vrai pour certains opéras qui étaient tombés dans l'oubli. Mais certains autres qui étaient joués, comme je pense à Norma principalement, est-ce qu'elle ne les a pas restaurés dans leur pureté musicale? Oui, c'est vrai. Pour Norma, elle a restauré les do aigus originales qui ont été écrits par Bellini. Mais Callas n'a pas seulement restauré des contrutes. Elle a cherché, avant tout, à servir les compositeurs qu'elle admirait. Comme Maria Callas dit dans une interview, je suis venue pour lutter contre une certaine décadence du chant, pour rendre l'art plus pur. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ça. Ça, que entre les deux guerres, on était arrivé à chanter extrêmement mal parce que, vous savez, les fameux, on entend ça sur les disques de l'époque, les sanglots des ténors, vous savez, enfin c'est caractéristique du chant italien, enfin le mauvais goût, les hoquets. Mauvais goût, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile pour une artiste ou un artiste à s'occuper un peu moins de la musique, un peu plus de lui, et beaucoup plus de l'effet théâtral, c'est-à-dire à prendre un applaudissement, un effet. D'ailleurs, c'était la conséquence du chant vériste, c'était la conséquence des opéras de Mascagni, de Léon Cavallo, de Puccini, qui sont d'un style complètement différent et qui s'efforçaient justement d'intégrer dans la musique des choses qui n'appartenaient plus à la musique. Mais à la longue, on fait plus le métier. Oui. On ne sert plus la musique parce qu'on triche. Au moment où tu commences à tricher, tu es perdu, tu n'as plus de liberté. On croit de l'avoir, c'est fini. Malheureusement, on les a encore, les mauvaises habitudes. Ici, on va à l'opéra comme c'était un torero. On va pour voir du sang, pour écouter des notes fausses ou les notes très aiguës tenues. Ce qui arrive entre une note tenue aiguë et l'autre, ça n'intéresse presque pas. Eh bien, c'est très facile à obtenir un grand triomphe avec deux notes tenues.
Tandis que le 2 notes ne suffit pas, il y a toute une série de notes et toute une soirée de musique, voilà. Sa colorature, les variations, les embellissements, c'était toujours dans la musique. Ce n'était jamais quelque chose en dehors du langage musical de ce rôle et de cet opéra. Jamais en dehors, toujours dans l'intérieur de la musique. Ça, c'est le grand, à mon avis, c'est la grande importance historique de l'interprétation calassienne. Mais revenons en 1958. Écrasée par la plus stupide des réputations, celle d'être une tigresse, ou d'annuler facilement ses contrats, alors qu'elle en a annulé très peu au long de sa carrière en comparaison avec d'autres divas, Maria Callas n'est plus une chanteuse. Elle est une machine à chanter, une star, un animal de cirque, que Paris découvre, comme d'habitude, trop tard. Et Paris l'applaudit encore dans le deuxième acte de Tosca, c'est-à-dire dans ce répertoire vériste qui l'a rendue plus petite. Je n'aime pas trop. C'est un peu un grand guignol. Mais évidemment, puisque je devais la faire, j'ai trouvé les justifications de tant de stupidité. À propos de Vici d'Arte, qui est le grand air de Tosca au deuxième acte, elle disait qu'il fallait peut-être supprimer cet air parce qu'au fond, il ralentissait énormément le mouvement du second acte et que c'était une erreur de dramaturgie. Oui, je comprends bien. C'est par absurde. C'est une exagération, mais on peut penser comme ça. Mais dans le cas de Maria, ce n'est pas nécessaire parce qu'elle jouait Vici d'Arte comme si c'était un pensée qui dure un instant, même si ça dure 5 minutes sur la scène. Oh
discute de plus en plus sa voix. On discute de tout d'ailleurs, pêle-mêle, de son art, de sa vie, d'une rencontre qu'elle a faite en 1959. On ne finira pas d'en débattre. Les problèmes vocaux, de quand datent-ils? Les problèmes vocaux, tout de même, ont commencé au moment de l'amaigrissement. C'est-à-dire qu'elle a commencé à devenir journalière à ce moment-là. Et puis les jours mauvais sont devenus de plus en plus nombreux et les jours bons de moins en moins bons. Un de ces jours moins bons, ses débuts pourtant si attendus au Metropolitan de New York. Alors vous savez, le journal Maria Callas, la première fois, le Metropolitan, oh là là. Alors Maria, le théâtre, comme ça, de personnes, Maria. Mais la voix, bon. Alors vous savez, la première soir, Casta Diva, après, aucun applaudissement. Silence. Moi, parce qu'après, je chante Sgombra e la sacra selva compiuta. Calma, le nerf fort. Fedora, avant. Fedora. Alors la voix, donc, à partir de 54, il est indéniable que la voix a changé. La voix est devenue moins ample, certainement, plus percutante. Enfin, c'est elle qui l'a rendue plus percutante, je pense, pour compenser. Mais le talent scénique a encore augmenté. Alors, l'équilibre va être rompu. Moment terrible. Et à la Scala, dans le Poliuto de Donizetti, le public de 1960 salue son entrée en scène d'une formidable ovation, comme s'il sentait que la fin est proche. Maria Callas a rompu avec Meneghini, avec Milan, avec l'Italie. Elle a aussi changé de discipline. Il est absolument vrai que Maria avait une vie d'ascète avant et qu'à partir du moment où elle a eu cette liaison très connue avec Aristote Onassis, elle a abandonné en partie cette extraordinaire austérité, cet extraordinaire ascétisme. Mais lorsqu'elle est véritablement remontée sur la scène, en 1964 et en 1965, elle avait repris un rythme strictement professionnel. Et alors, la vie dite, entre guillemets, de femme du monde, qu'elle avait vécue pendant quelques années, s'est complètement estompée. Ça, je peux vous garantir que sur le plan de ses représentations à l'opéra, elle était d'un sérieux à nul autre pareil. Je pense qu'il y avait en elle un énorme besoin d'expression, qu'il lui était extrêmement difficile de rester hors de la musique, hors de la scène et hors du disque, et que j'ai senti en elle, parce que j'étais son ami, ce besoin de s'exprimer à nouveau, et que j'ai en effet beaucoup poussé Maria Callas à se re-exprimer. Norma, le rôle préféré de Callas, devait lui être fatal, une deuxième fois. Elle était une femme trop orgueilleuse et trop sérieuse. Et Nabai n'a pas accepté. Je l'ai imploré la veille de la Norma de Paris de baisser d'un ton toute la partiture. Parce que, en effet, vous savez que le diapason est monté dans le dernier siècle. Alors on pouvait baisser vraiment d'un ton. Et Nabai n'a pas accepté. Il
il y a une cadence dans cette partition où, vous savez, vous pouvez choisir. Il y a 2 notes aiguës et puis il y a la cadence normale. Je dis, Maria, ne fais pas la cadence la plus haute, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, ça n'enlèvera rien à ton talent ni à ton succès, et tu seras plus à l'aise, tu seras moins nerveuse. Elle m'a dit, non, Georges, c'est pas possible, parce que tu te rends compte, si j'avais quelques amis de la Scala, quelques amis italiens, hein, j'aurais l'air de quoi? Moi, je me souviens d'un jour à Paris où elle a raté spectaculairement un contrut qui était au dernier acte de Norma. Et je me rappelle, je lui ai téléphoné le lendemain. Je lui ai dit, mais Maria, tu es folle et tu es masochiste. Parce que pourquoi, n'est-ce pas, le public ne vient pas te voir faire des contrutes. Alors pourquoi fais-tu cette note que tu ne peux plus faire? Alors pourquoi de l'avenir? Ah ben j'ai eu l'habitude de le faire, j'ai toujours fait, par conséquent, bon, si je ne peux plus le faire, alors il faut que je m'arrête de chanter. Grande fatigue qui s'est manifestée par l'abandon du 4e acte de Norma à la dernière représentation de Norma, abandon qui lui a vraiment été absolument imposé par les médecins durant l'entracte et auquel moi-même j'ai beaucoup poussé parce que je trouvais inutile d'arriver à une syncope en scène ou une chose de ce genre. Madame Maria Callas, elle est dans l'impossibilité absolue de terminer cette représentation. Une très grande partie de la salle s'est trouvée à la sortie des artistes pour l'attendre 1 heure dans un froid noir pour lui crier « Revenez, on est avec vous, nous vous adorons », etc. Et c'était tellement bouleversant qu'elle a éclaté en sanglots dans la voiture où moi-même je l'accompagnais, j'étais à ses côtés. Et ce jour-là, elle a promis, absolument promis, solennellement en elle-même et au public qu'elle reviendrait. Mais lorsqu'il s'est agi de remonter sur scène, quelque chose l'a retenu. Et là, on ne peut pas complètement dissocier sa vie personnelle et l'espèce d'extrême fatigue des nerfs, de l'âme, du cœur, de la décision finale de ne pas remonter sur la scène de théâtre. 1968, Maria Callas est seule. Elle avait toujours chanté pour quelqu'un, pour sa mère, pour son mari, pour ses impresarios. Il lui fallait maintenant chanter pour elle-même. Mais si devenir une prima donna avait représenté pour elle plus une revanche sur une enfance détestée qu'un véritable épanouissement. Elle n'aimait pas la profession de chanter. C'était dur de chanter pour Maria, parce que elle est tellement introverse que chaque fois qu'elle devait chanter, c'est-à-dire de s'ouvrir en face d'un public, pour elle c'était un choc. Justement, j'ai une petite histoire à vous raconter. Un jour, nous étions à Londres, et juste avant un concert, la voiture était venue nous chercher, et avant d'arriver à la salle, nous passons devant un cinéma. Et Maria me dit, mais sérieusement, Georges, vraiment, allons au cinéma, annulons le concert, j'ai pas envie de chanter. Et vraiment, c'était de tout son cœur, c'était pas une blague. Mais aux problèmes vocaux, il y a d'autres raisons. Est-ce que la voix de Maria Callas correspondait bien au répertoire qu'elle a voulu assumer? Je crois que la culpabilité, c'était son tempérament. Elle pouvait tout faire par son tempérament, mais la voix même ne pouvait pas supporter certaines choses qu'elle faisait. Dans certaines personnalités très fortes comme ça, on en arrive à aimer même les défauts. Ah oui, ah oui. Mais l'amour est ça. Hein? Quand on aime
malgré les défauts et quelquefois pour les défauts. Et moi, j'aime Callas. Je pense que cet éclectisme, justement, enfin, dans les rôles qu'elle chantait, a certainement abrégé cette carrière. Mais enfin, en définitive, elle a fait un choix, je crois qu'il était bon qu'elle le fasse, parce que peut-être elle n'a chanté que 10 ans, mais elle a chanté une telle variété de rôles que c'est souvent plus intéressant que certaines cantatrices qui, mon Dieu, choisissent très sagement peut-être de faire leur carrière sur 5 rôles et qui arrivent à chanter 30 ans de cette façon-là. Tout au long de sa vie de travail, Maria Callas ne s'est guère ménagée. Nous l'avons détruite, nous tous, en criant au phénomène, en l'exploitant sans fin, en la poussant au maximum de ses possibilités. Maria Callas envisage une nouvelle carrière. Elle tourne un film avec Pasolini. Mais la voilà figée à nouveau dans ce rôle de Médée. La voilà rejoint à l'infini la tragédie de sa vie. La divine Médée, dépouillée par les humains, par les médiocres, de ses pouvoirs sacrés. Dans les dernières années de sa vie, elle a beaucoup regretté. Elle a cherché toujours de récupérer sa voix et elle a pensé qu'elle a trahi sa haute mission. Tu, Erba, parla. Tu, Pietra, parlami. Dove tu sei, sorella? Dove ti ritrovo? Dove il legame che ti legava al sole? Tocco la terra coi piedi e non la riconosco. Guardo il sole con gli occhi e non lo riconosco. Médée commande au feu et disparaît dans le brasier qu'elle a provoqué. La prêtresse Norma finit dans les flammes du bûcher. De Maria Callas, Jean Cocteau disait « Il y a du feu en cette femme ». Elle aussi, ce feu l'a dévorée tout entière. Oui. Allargo, amico, allargo. À la Scala, les règnes passent. Il y a eu le règne des chefs d'orchestre, celui des chanteurs, c'est aujourd'hui le règne des metteurs en scène, une dictature que sans nul doute Callas a préparée. Mais elle a fait mieux. Grâce à elle, un public élargi se presse à l'opéra. Elle disait pourtant « Je trouve cet art un peu démodé, pas pour aujourd'hui. » Là, vous vous trompiez, Maria Callas, car grâce à vous, le théâtre lyrique revit. La tentation est encore grande de placer Maria Callas sur un piédestal. Ne recommençons pas. Et écoutons-la plutôt, une dernière fois, dans un air de bel canto.